Bonjour Fabien Muller. Bonjour. Nous sommes donc à Pontoise dans le cadre des Médiévaldoises. Tout à fait. Alors vous êtes, je crois, co-organisateur avec Christophe Dargère. Enfin, vous intervenez à quel titre? Pas du tout. Là, je suis vraiment au titre d'intervenant. Oui. C'est vrai que je participe aux activités de l'Association pour l'Histoire Vivante avec Christophe Dargère sur de la régie ou de la mise en scène. Mais ici, à Pontoise, je ne suis qu'intervenant sur la cuisine viking. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à la cuisine, ou est-ce que c'est l'histoire qui vous a amené à la cuisine historique? Comment il est intitulé de votre titre? Vous êtes archéo, cuisinier historique, enfin il y a plusieurs... Oui, voilà, il y a différentes façons de le nommer. J'ai choisi archéologue du goût. Oui. Parce que je trouvais intéressant de faire de l'archéologie à partir de quelque chose de complètement impalpable et évanescent comme le goût. Et sinon, personnellement, je suis un horrible gourmand. Je périrais dans les flammes de l'enfer pour avoir péché par gourmandise toute ma vie. Et donc c'est cette passion du goût, de la nourriture, des bonnes choses, liée à une passion pour l'histoire, à la base pour l'histoire médiévale, qui ont conduit mes recherches en cuisine médiévale. Et après, petit à petit, j'ai élargi mon travail aux autres époques de l'histoire, en commençant par l'Antiquité. Et puis, petit à petit, au fil des ans, j'ai recherché sur différentes périodes de l'histoire pour maintenant avoir une grande spécialité sur la cuisine de l'Antiquité jusqu'à 1950. Voilà, je m'arrête après-guerre. Donc il y a un gros travail de recherche, hein, j'imagine. Quels sont les outils que vous utilisez, enfin, dans quels instruments vous avez utilisés pour creuser un peu l'histoire et la transposer dans vos activités? Alors c'est vrai que dans la démarche, la première chose à faire, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Je travaille essentiellement sur les manuscrits. C'est la raison pour laquelle je démarre à l'Antiquité, en fait, avec la naissance de l'écriture. Les premières recettes que l'on a datent de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est de la recherche, de la paléographie. Il faut arriver à traduire ces recettes ou à travailler avec des chercheurs spécialisés dans la traduction de ces écritures anciennes, pour pouvoir retrouver différentes recettes que ensuite on va travailler avec une démarche d'archéologie expérimentale. C'est-à-dire se remettre dans les conditions de l'époque, avec la vaisselle de l'époque, pour cuisiner comme à l'époque, pour restituer ces recettes. Alors, on ne peut pas uniquement suivre les recettes à la lettre, on est obligé également de faire de grosses recherches sur les mentalités, de s'imprégner complètement du contexte historique pour pouvoir vraiment cerner, parce que la cuisine, c'est juste une restitution en fait. Elle correspond vraiment à des mentalités particulières. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es. Ça a été vrai, mais tout au long de l'histoire, depuis des siècles, depuis des millénaires. Et donc, il faut d'abord s'attacher au contexte et à l'époque, avant de pouvoir réellement commencer à travailler en cuisine sur telle ou telle recette retrouvée, soit sur un manuscrit médiéval, soit sur une tablette d'argile sumérienne. Voilà, donc cette démarche d'archéologie expérimentale est très importante. Et ensuite, elle amène à une phase de restitution qui peut être sous forme de conférences, de publications, d'un article ou d'un ouvrage, ou qui peut être sous la forme d'ateliers, des formations pour le grand public, des formations pour des cuisiniers professionnels qui aimeraient revenir à une cuisine ancienne, ou alors, comme aujourd'hui, ici sur la fête médiévale de Pontoise, une restitution pour le public, où on invite le public à découvrir, à goûter, et puis même à mettre la main à la pâte et à venir cuisiner avec nous des recettes vikings en l'occurrence. Alors, vous avez développé cette activité il y a combien de temps maintenant? Alors, pour ma part, je travaille en cuisine depuis une vingtaine d'années, mais cela fait réellement depuis, on va dire 3-4 ans que je me consacre quasi uniquement à ça. Donc je garde toujours mes activités de régie et de mise en scène d'événements historiques, donc avec Christophe Dargère et l'Association pour l'Histoire Vivante, donc en parallèle. Mais sinon, j'ai décidé de me consacrer vraiment à la cuisine, parce que quand on est un peu touche à tout et que l'on a de multiples activités, on manque de temps des fois pour approfondir certaines choses.
Et voilà, des fois on arrive à un moment dans sa vie où on a envie d'aller plus loin, d'aller au fond des choses. Et donc c'est un peu ce cap que j'ai franchi il y a 3-4 ans. Est-ce que vous avez, entre guillemets, surfé sur la vague, parce qu'on voit beaucoup d'ateliers de cuisine, enfin il y a un engouement pour la cuisine, en plus du fait qu'elle était classée au patrimoine, Oui. de la France. Donc est-ce que vous, entre guillemets, surfez sur cette vague? Est-ce que ça vous a amené un développement d'activité, ou est-ce que c'est un bon concours de circonstances? Non, j'ai jamais trop suivi l'actualité, on va dire, ni la mode. Moi, j'ai toujours fait les choses en fait avec passion. J'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. C'est vrai que quand je me suis intéressé à la cuisine du Moyen Âge, il y a 20 ans de ça, les fêtes médiévales étaient en plein essor. Mais au départ, il y avait beaucoup de camps de chevalerie avec des gens qui se tapaient dessus. Et moi, j'ai voulu présenter un Moyen-Âge différent. J'ai voulu présenter le Moyen-Âge de l'artisanat, de la cuisine, de la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, j'habitais dans le sud de la France et j'étais un petit peu précurseur à ce niveau-là. Mais j'ai jamais voulu m'associer au phénomène de mode. Là, c'est vrai que la cuisine médiévale est en plein essor. Il y a énormément de choses qui se font autour du Moyen-Âge, des fêtes historiques, des fêtes médiévales. Et pour l'instant, mon sujet de recherche principal est sur la cuisine antique et la cuisine gauloise. Donc peut-être que ça deviendra une mode à un moment donné, mais en tout cas, je ne suis pas la mode, je surfe pas trop sur la vague. Je voulais dire par là, ça vous a peut-être amené un déploiement supplémentaire. Vous aviez déjà par ailleurs, oui. J'ai compris que vous avez un nom, vous avez acquis un nom, vous avez œuvré pour un restaurant, Alors, c'est vrai que le fait qu'il y ait un engouement croissant du public permet de diffuser bien mieux mes travaux. Après, c'est vrai que n'ayant aucun financement public, vu que c'est juste mon travail et les retombées de mon travail qui financent mes travaux, c'est vrai qu'au plus l'engouement est important sur ce que je fais, au plus forcément je peux financer d'autres recherches. Donc en ce sens, oui, c'est vrai que ça me profite. Et alors quand votre nom, Fabien Müllers, quand on pense donc votre nom, on l'associe à quoi exactement? C'est-à-dire que les gens qui vont venir vous chercher, c'est pourquoi précisément? Naturellement, c'est pour la cuisine médiévale quand même. Oui. C'est vrai que de plus en plus également, j'interviens pour des chaînes nationales, que ce soit pour M6, pour France 2. Donc naturellement, les gens qui cherchent un spécialiste de la cuisine médiévale viennent vers moi. Mais vraiment depuis que j'ai décidé de m'y consacrer pleinement, parce que mes ouvrages, par exemple sur la cuisine, les précédents ouvrages que j'ai écrits, je les avais signés avec un nom de plume, j'avais pris un pseudo arabe, parce que la cuisine médiévale est quand même influencée par la cuisine de la fin du Moyen-Âge en tout cas, est influencée par les croisades et tous ces apports nouveaux, par les Arabes qui font le commerce des épices. Donc c'est vrai que j'avais pris comme nom Kilij El Tabar, qui veut dire Kilij le cuisinier. Et on n'associait pas trop mon véritable nom à la cuisine. Mais ces dernières années, c'est vrai que ça a été plusieurs choses. Ça a été le fait de collaborer donc à ce restaurant parisien, la table médiévale. Ça a été le fait de développer des formations en cuisine auprès de chefs cuisiniers qui se sont intéressés à la cuisine du Moyen-Âge. Des chefs cuisiniers, entre guillemets, conventionnels normaux, de restaurants qui classiques. Vont intégrer des recettes du Moyen-Âge. Qui en fait ont envie de découvrir ce qu'est la cuisine d'autrefois, soit pour proposer un menu médiéval lors de leur fête historique, soit pour avoir, parce qu'ils sont dans un lieu avec un patrimoine assez fort et ils veulent pour leur clientèle proposer un menu aussi qui se rattache au lieu, au patrimoine, soit pour retrouver dans la cuisine du passé des petites choses qui peuvent agrémenter la cuisine d'aujourd'hui.
Je discutais très récemment avec un cuisinier qui fait de la cuisine moléculaire, et donc qui est complètement différent. Et pourtant, dans certains principes de cuisine que l'on a au Moyen-Âge, ce cuisinier-là qui fait de la cuisine moléculaire se retrouvait complètement. Il disait « Ah mais ça... donc voilà, c'est le public pour ces formations, donc ces chefs cuisiniers qui viennent sur mes stages de cuisine. Avant tout, c'est quand même une passion aussi de l'histoire et une envie de présenter l'histoire dans l'assiette, à leur table, dans le restaurant. Et je crois que c'est ce qui prévaut un peu tout le temps. Et vos stages, vous les faites dans la région parisienne ou vous vous déplacez sur site? Comment ça se passe? Souvent c'est à la demande. Moi, j'organise moi-même 2 stages par an. Un stage... alors ce sont des stages grand public, un stage qui se fait à l'école de la table à Orléans et un autre qui se fait soit sur un site historique, soit dans mon jardin, où là on est vraiment sur de la cuisson expérimentale. Donc quand on est à l'école de la table, on cuisine dans des gamelles en inox, sur des plaques à induction, et on est vraiment dans une démarche de restitution aujourd'hui de cuisine ancienne. Donc c'est là que le travail de recherche et surtout d'archéologie expérimentale est important, parce que quand on va cuisiner au feu de bois dans de la céramique, on n'a pas du tout la même restitution que quand on cuisine sur une plaque électrique. Et donc en fait, quand on cuisine aujourd'hui avec des éléments modernes et que l'on veut être proche d'une recette historique, eh bien on est obligé de tricher un petit peu, d'utiliser des procédés de cuisine qui des fois sont légèrement différents, simplement pour qu'en termes de goût et de texture, on soit le plus proche possible de ce que l'on a au Moyen-Âge. En fait, là on repart dans la cuisine moléculaire, c'est les chaînes de protéines en fait se dissocient différemment en fonction des matériaux qui vont être utilisés pour la cuisson. Non seulement elles se dissocient différemment, mais après cuisson, elles se reconstituent différemment également. Et c'est pour ça que on a des plats par exemple qui sont bien meilleurs réchauffés après avoir reposé 2 jours, parce que ces chaînes de protéines se sont reconstituées. Et en cuisine moderne, dans une gamelle inox ou à la poêle, on n'a pas la même dissociation de ces chaînes de protéines. Et donc le fait de vraiment avoir cette démarche d'archéologie expérimentale, on va vraiment reproduire dans les conditions de l'époque, avec les matériaux de l'époque, que l'on va pouvoir utiliser aussi des produits similaires à ce que l'on pouvait avoir à l'époque, c'est-à-dire travailler avec des races anciennes d'animaux, cuisiner des produits bio, parce qu'au Moyen-Âge tout est bio. Donc on a des goûts aussi qui sont forcément différents que quand on fait ses courses dans la grande distribution où malheureusement on a une uniformisation, un nivellement par le bas des goûts, des textures, des saveurs sur les produits. Parce que le profit des distributeurs est passé au-dessus de... Oui. donc voilà. Est-ce que vous appelez les animaux anciens? Oui, ce sont des races anciennes d'animaux. Par exemple, en volaille, vous avez les poules du Gâtinais. J'en parle parce que c'est ma région, je suis du Gâtinais maintenant. Les poules du Gâtinais, c'est une race de poules que l'on avait déjà au Moyen-Âge. On a le cochon de Bayeux, par exemple. Donc voilà, on arrive à retrouver des races anciennes d'animaux. Et pour les légumes, l'idéal, c'est d'avoir son petit carré de jardin bio et de faire pousser ses propres légumes. Donc voilà, on arrive comme ça à déterminer à déterminer et à analyser le goût. C'est pour ça que je parle d'archéologie du goût. Et ensuite, lors d'un stage, on restitue avec un travail dans une cuisine moderne, aux normes également européennes d'hygiène 2014, qui ne sont pas faites forcément ces normes-là pour respecter l'historicité de la recette. Et est-ce qu'on peut imaginer, j'allais dire à terme, une école Fabien Müllers? Non, je pense pas, parce que
c'est comme quand je m'étais impliqué sur le restaurant La Table Médiévale à Paris, ça voudrait dire que je devrais me monopoliser sur un site pour pouvoir m'y consacrer pleinement et j'ai encore trop d'envies différentes, trop de choses à faire. Mes recherches me prennent du temps. J'ai aussi d'autres activités qui sont un peu gourmandes en termes de temps. Ma vie de famille aussi, je commence à placer des priorités aussi sur mon épouse et mes enfants. Donc du coup, me monopoliser sur un seul site, voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité. Priorité. Ouais. Et j'ai vu que vous aviez votre nom sur des bouteilles d'Hippocrate. Oui. Donc est-ce que vous avez des recettes spécifiques à vous par rapport aux recettes anciennes? Est-ce que on les retrouve dans la cuisine ou c'est juste... Alors, concernant l'Hippocrate, il y a au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, il y a autant d'Hippocrate différents qu'il y a de fabricants d'Hippocrate. Et tout le monde vous le dira, c'est le mien le meilleur. Enfin, en tout cas, c'est la phrase qui revient tout le temps. Donc, moi aussi, j'ai ma recette d'Hippocrate, qui est à peu près la même depuis une vingtaine d'années, qui est un Hippocrate avec une très forte attaque en bouche, avec le goût des épices qui est assez prononcé, qui n'est pas trop doux et qui se différencie d'autres d'Hippocrate un peu plus grand public que l'on trouve chez différents commerçants d'Hippocrate. Et là, je me suis associé avec Loïc Rouvière de l'Espaviote, qui fait de l'Hippocrate du Puy-en-Velay, parce que lui, il a tout le matériel pour produire en grande quantité de l'Hippocrate, mais on a travaillé un Hippocrate avec ma recette qui me correspond réellement en termes de goût et en termes de proportion d'épices. Et voilà, donc c'est un premier pas sur la restitution comme ça de recettes. Il y a quelques années, quand j'ai travaillé au Centre de développement en agriculture médiévale, on avait également fait des recettes de plats de viande et de légumes et de terrine également. Et donc là, j'envisage peut-être de refaire à nouveau des recettes en conserve, en bocaux, que les gens pourraient acquérir pour amener un peu de Moyen-Âge chez eux et pouvoir simplement réchauffer une recette pour avoir un repas original. Alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ici le thème c'est le thème viking, cette année ou cette session en tout cas. Donc est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des époques, vous l'avez dit d'ailleurs en termes culinaires notamment. Quel esprit va se transmettre dans cette cuisine et quelles seraient ses spécificités? Alors, par exemple de la période viking à la période que vous traitez. Souvent, ce qui fait la spécificité d'une cuisine, il y a deux choses. Il y a les apports autour de soi en denrées. Donc dans la cuisine, alors viking c'est un nom générique, parce que on va dire que moi je vais surtout traiter les incursions qu'il y a eu à l'époque carolingienne. Donc on va se situer sur le 7e, 8e siècle. Donc sur la cuisine que l'on dit viking, la principale ressource c'est la mer. Donc il y a beaucoup de choses à base de poisson. Et également les céréales. On fait beaucoup de pains différents avec de la farine de seigle et d'orge. Donc de pains qui ne sont pas forcément cuits en four, qui sont aussi des galettes qui sont grillées. Donc beaucoup de choses comme ça. Et on fait également la conservation. La conservation est aussi un facteur de la cuisine. Et la conservation se fait beaucoup en saumure ou par fumage. Alors là, je n'aurai pas la place pour faire du fumage, mais par contre, on va traiter la saumure en faisant aussi goûter au public des légumes que l'on a fait saumurer. Alors on a pris des légumes contemporains, comme du concombre et de la carotte, qui a un goût que tout le monde va reconnaître, simplement pour qu'ils se rendent compte ce que ces légumes donnent en saumure. Voilà. On n'avait pas de carotte orange à cette époque-là, on n'avait pas de concombre non plus, mais on avait différents curbis, différentes sortes de courges, on avait des carottes blanches ou des panais, mais
pour l'analyse du goût, en fait, parce que ce qui est important sur une fête médiévale comme ceci, ou une fête viking, c'est de pouvoir faire comprendre au public l'essence de cette cuisine, de pouvoir par l'analyse de leur goût, que les gens se fassent une idée réelle. Et en travaillant avec des légumes d'aujourd'hui que tout le monde connaît, hein, concombre, carotte, tout le monde en a déjà mangé, donc ça leur permet vraiment d'avoir cette analyse de façon beaucoup plus aisée que si on leur avait fait différentes sortes de courges ou des panais par exemple, où tout le monde n'en a pas goûté. Voilà, donc là on est vraiment dans une analyse du goût pour le public. Et donc la restitution physique, je veux dire concrète, oui. Donc vous la faites après en démonstration. Voilà, on invite les gens à venir cuisiner avec nous, à préparer des petites recettes toutes simples. Donc là on va travailler beaucoup avec des petites viandes qu'on va griller ou qu'on va fumer rapidement, on les coupe en très finement, ou avec des céréales, avec du millet, avec de la farine de seigle, donc vraiment des petites choses très rapidement faites, que les gens peuvent déguster immédiatement derrière. Voilà. Et ça c'est ce que vous avez prévu par exemple sur ce stand cet après-midi. C'est ce qu'on a prévu cet après-midi, que les gens mettent la main à la pâte, réellement. En fait, en touchant du doigt vraiment ce qu'était la cuisine d'autrefois, aussi bien dans sa réalisation que dans sa dégustation, excusez-moi. Donc voilà, le but, c'est de faire cuisiner les gens qui puissent vraiment toucher du doigt ce qu'était la cuisine d'autrefois, et ainsi ils deviennent réellement acteurs de leur propre découverte. Ils font de leur loisir, hein. Bien sûr, une fête médiévale ou viking, c'est un loisir, mais ils font aussi c'est une réelle source d'enrichissement culturel. Et avec ce côté interactif où je fabrique, je cuis et derrière je goûte, on est sur une démarche, on est sur plusieurs étapes qui permettent au public de s'y plonger complètement. Et alors, en dehors de cette activité culinaire, vous vous intéressez aussi aux jeux. Alors, est-ce que vous associez les jeux à la cuisine, ou est-ce que c'est un autre volet de votre intérêt, de vos centres d'intérêt ? J'ai 3 centres d'intérêt principaux dans mes recherches. Les jeux et les loisirs au Moyen-Âge, les religions du livre également, et la cuisine. Donc c'est vrai que les deux autres thématiques, je les ai mises un petit peu de côté pour l'instant, pour me consacrer un peu plus au sujet de la cuisine. Ce qui ne m'empêche de continuer à étudier le soufisme, notamment à travers le personnage de Nasreddin, le Nasreddin Hoxha, qui est un trublion, le trublion de 12e, 13e, 14e siècle. On lui donne plusieurs époques en fonction des lieux. Donc à travers ces histoires qui sont empreintes de sagesse mais aussi de malice, on arrive vraiment à avoir une analyse intéressante du soufisme, qui est un courant modéré de l'islam. Voilà. Et en ce qui concerne les jeux au Moyen-Âge, en ce moment même, je me suis allié aux compétences et aux talents de Sylvestre Jonquet, qui depuis quelques années, il a vraiment poussé de très 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 grosses recherches sur les jeux au Moyen-Âge. Et il a dépassé très largement mes connaissances, et donc on édite prochainement un ouvrage ensemble sur les jeux au Moyen-Âge, et c'est vrai qu'il y a ainsi une synergie de connaissances et de compétences qui permettent d'arriver à un ouvrage beaucoup plus complet, beaucoup plus abouti que l'ouvrage que j'avais édité moi il y a plus de 10 ans maintenant. Donc vous écrivez aussi, enfin vous l'avez déjà dit, mais c'est donc voilà. ce qui est aussi un autre talent, un autre volet. Vous écrivez sous forme d'ouvrages, de livres ou d'articles Ça fait partie de la restitution. C'est un mode de restitution. Autant la reconstitution historique ou le spectacle historique peuvent être un mode de restitution de mes travaux, en utilisant le spectacle comme un moyen de diffusion de ces travaux-là. Autant les publications d'articles, d'ouvrages est un autre moyen, au même titre qu'une conférence, qu'une exposition. Après, c'est le public que l'on va toucher et la manière dont on va le toucher.
Donc nous évoquions toujours dans le cadre des médiévales d'Oise à Pontoise, donc de vos ouvrages des ouvrages de restitution et de ceux que vous rédigez, auxquels vous collaborez en tout cas. C'est vrai qu'il y a différents moyens de restitution, les ouvrages en font partie. Quand je fais une conférence, par exemple, je m'adresse à un public un peu plus pointu, un peu plus affirmé, mais ça va toucher environ une 50aine de personnes. Quand j'écris un ouvrage, le premier tirage se fait à 2000 exemplaires. Après, il peut y avoir ou pas des rééditions. Sur les jeux au Moyen-Âge, par exemple, on en est à la 4e édition. On a déjà vendu 13 500 exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est pas un Goncourt, hein, mais voilà. Donc, ça fait partie des façons de toucher un public plus large. Un article dans une revue, ça peut toucher jusqu'à 8-10 000 personnes aussi. Quand je fais une télé, ça touche encore plus de monde. Le TF1 reportage, par exemple, au mois de décembre, ça a été 4,9 millions. Donc une audience quand même assez importante, une très bonne audience. Et c'est vrai que dans ce but aussi de toucher un plus large public et de l'intéresser à mes travaux, tout bonnement, à mes travaux sur la cuisine à travers les âges, c'est vrai que je multiplie un peu plus les interventions télévisuelles, mais sans oublier également de participer sur des événements historiques comme aussi, parce que ça me permet également une proximité avec le public que je n'aurais pas ailleurs. Le fait également d'être plongé dans l'ambiance, avec le matériel, avec le costume. Les gens ont l'impression de pouvoir s'intégrer, de s'immerger dans cette époque. Bon, alors je ne suis pas tout seul, hein, il y a énormément de compagnies, de troupes de reconstitution qui contribuent à cette ambiance-là, mais ça permet pour le public une petite immersion que l'on n'aurait pas si on était seulement devant son poste de télévision. Et vous écrivez, je crois, un ouvrage sur les ouvrages de référence en matière culinaire, les ouvrages de référence de l'époque. Alors, c'est vrai que tout au fil des siècles, il y a des ouvrages qui sont plus ou moins marquants. Quand on est dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge, on n'a pas énormément d'écrits, pas énormément de manuscrits. Mais il y en a que l'on connaît particulièrement, comme le viandier de Taïwan ou le ménager de Paris, qui sont de plus en plus connus des personnes qui s'intéressent à la cuisine médiévale. Mais il est un manuscrit, le manuscrit de Sion. On l'appelle ainsi parce qu'il est conservé à la médiathèque du Valais, dans la ville de Sion, en Suisse. Et ce manuscrit, en fait, est le plus ancien. Il a inspiré vraisemblablement le ménager de Paris et le viandier de Taïwan. Et ce manuscrit de Sion, que j'ai étudié, mais effectivement, je suis en train d'écrire en ce moment sur ce manuscrit, de traduire et de restituer les recettes de ce manuscrit pour une publication qui sera faite vraisemblablement avec les éditions Heimdall à partir de la rentrée. Et ça, c'était un travail qui vous est personnel ou un travail de collaboration aussi? Non. Avec je veux dire pas l'interprétation, mais l'étude en tant que telle du manuscrit de Sion. Vous faites seul ce travail? Donc là, c'est un travail. Non. Pour le manuscrit de Sion, c'est un travail qui est réellement personnel. Ayant suffisamment de bases de paléographie et d'anciens français pour pouvoir traduire les recettes. Donc là, c'est un travail où je n'ai pas besoin de m'entourer d'autres historiens spécialistes. Quand je travaille avec d'autres historiens ou d'autres paléographologues, c'est surtout pour traduire des manuscrits qui seraient compliqués et qui dépassent mon champ de connaissance. En ce qui concerne le manuscrit de Sion, j'arrive à m'en sortir. Alors je crois qu'on vous retrouve cet après-midi dans le même contexte, mais habillé différemment. Vous voilà, allez vêtir le costume, alors peut-être pas votre costume habituel, mais un costume viking. Voilà, donc je me plonge dans l'ambiance de la fête, également vestimentairement, et donc tout au long de l'après-midi, je ferai avec mon épouse un atelier d'initiation et de dégustation à la cuisine viking. D'accord. On vous retrouve donc tout à l'heure en démonstration, c'est ça? Voilà, avec plaisir, tout au long de l'après-midi. Très bien, merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci à vous, au revoir.
Alors, on va se faire du knackbrod. Est-ce que vous voulez participer? Oui. Hein? Donc, on va mélanger de la farine et un œuf. Donc, si vous voulez participer, commencez par bien vous rincer les mains. Alors, donc là, je fais une espèce de grosse pâte avec un œuf et de la farine. Donc là, j'ai utilisé de la farine d'orge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de sel. Voilà. Donc vous voyez, ça me fait une pâte bien épaisse et bien collante. Alors il faut savoir que les Vikings, ils ont deux repas principaux. Un quand ils se lèvent et un quand ils se couchent. Et au milieu de la journée, eh ben, ça leur arrivait de se sustenter avec des grignoteries. Ces grignoteries, on a beaucoup de recettes, non pas des recettes sourcées que l'on trouve, mais on a des écrits, on nous parle de différentes façons de préparer des galettes ou des petits pains, principalement avec de la farine de seigle et de la farine d'orge. Alors là, c'est très collant. Non, là pour l'instant, c'est juste au cas où. On rajoute un peu de farine. Et donc on travaille sa pâte, c'est comme ceci. Vous êtes prêts, les garçons? Bientôt vous allez pouvoir réaliser votre knackbrod. Donc knackbrod, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pain que l'on va faire griller. Quand on parle de knack encore aujourd'hui dans certains pays, où vous avez peut-être entendu parler de knackers, qui sont des biscuits apéritifs qui sont grillés. Les knackers de lin. Ça vous dit quelque chose? Hein? Alors, voilà, donc là, ma pâte elle commence à être pas trop mal. Et donc vous allez pouvoir réaliser votre knackbrod en y rajoutant ce que vous voulez. On peut y mettre des petits raisins, on peut y mettre de la poudre d'amande, on peut y mettre des morceaux de noix. Si vous avez envie, on peut mettre du champignon, des herbes, un petit peu d'oignon. À quoi vous avez envie de le réaliser? Aux noix? Alors, toi aussi? Les deux aux noix? Aux noix aussi. Les deux aux noix? Bien. Alors, vous prenez quelques cerneaux de noix et vous les pilez au mortier. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un peu de raisin. Ça donnerait un petit goût sucré à votre knackbrod. Un peu cuit comme ça là. Bien écrasé. C'est bon? Alors maintenant, regardez ce que vous allez faire. Je vais vous donner une petite boule de pâte comme ceci. Vous allez la rouler. Vous allez l'aplatir avec les doigts pour faire une petite galette fine comme ceci. D'accord? Une fois que vous avez fait votre galette fine, vous mettez les noix. Vous reformez la boule. Vous la roulez à nouveau et vous refaites une petite galette. D'accord? C'est compris? Allez, en même temps, le fait de mettre en boule et de travailler, ça permet, on dit qu'on travaille la pâte en faisant ça. Ça permet de l'aérer. De rentrer des petites bulles d'air à l'intérieur de la pâte. Allez, toi aussi. Alors, dans la cuisine viking, on a une cuisine, comme durant tout le Moyen-Âge, qui est très céréalière. On utilise principalement la farine de seigle, la farine d'orge. On utilise les denrées qu'on a à proximité. Et donc la proximité immédiate de la mer fait qu'on mange aussi énormément de poissons. Et on a des moyens de conservation, que ce soit par le froid ou alors par le sel. Et on fait beaucoup de saumure. Et on fume également beaucoup de choses. Donc on fume les viandes, on fume les poissons, on fait des saumures aussi pour les viandes et les poissons, ou alors pour des légumes également. Donc là on a mis par exemple des concombres et des carottes en saumure. Alors c'est-à-dire c'est de l'eau et du sel. Donc on a un phénomène que vous appellerez aujourd'hui de lactofermentation. Mais ça c'est les termes du 21e siècle. Hein. Ça cuit en fait. Et là, si vous voulez goûter, c'est extrêmement salé. Et généralement, avant de le consommer, on le passerait en plusieurs bains. Alors, ce n'est que de la farine que j'ai sur les doigts, ne vous inquiétez pas.
Je pense que je vais garder la farine tout l'après-midi parce que si je dois me nettoyer les mains. Le sel, l'eau et le sel, on file. Ouais. Donc c'est très salé. Hein. Ouais. Alors, on est en train de faire des petites recettes vikings. Alors pendant que Brunhilde est allée me chercher du beurre, est-ce que vous voulez faire un knäckebröd et qu'on va cuire ensuite dans quelques minutes? Alors, que du bon, t'inquiète pas. C'est avec de la farine d'orge. On fait une petite boule de pâte. Et là j'ai mis juste un œuf. Mais on peut aussi en faire avec de l'eau simplement. Avec sa petite boule de pâte, on peut y associer ce que l'on veut. On peut la faire nature, je dirais, ou alors y associer des fruits secs, y associer des herbes, y associer de l'oignon, du champignon. Et on se fait comme ça des petites galettes que l'on va venir cuire donc à la poêle de fer. Donc si pour avoir des poêles de fer, ça veut dire qu'on a déjà un statut assez élevé. Hein. Ania, vous pouvez voir Brunhilde, hein, ou moi-même. Hein, on n'est pas du tout venant. Hein. Donc on fait de la cuisine pour un statut social élevé également. Preuve en est notre cuisine et la multiplication des objets et des outils en fer. Le fer coûte extrêmement cher, on s'en sert surtout pour faire des outils ou alors pour faire des armes pour la guerre. Sinon, on utilise des matériaux plus simples tels que le bois ou la céramique. Alors bon, aller faire bouillir mon eau au feu dans un bol en bois, je vais éviter. La céramique, en revanche, on peut faire toutes les cuissons que l'on souhaite à la céramique. Avec des précautions au départ, il faut bien mouiller la céramique pour que les bulles d'air ne fassent pas éclater la céramique au contact de la chaleur. Mais après, la céramique, c'est un matériau fragile également. Vous voyez, j'ai une petite marmite tripode qui, dans le transport, dans mon coffre, a cassé. Ce n'est pas grave parce qu'on fait aussi de la cuisson au tesson. C'est-à-dire qu'on peut, les pots cassés, tous les tessons, on les met sur la braise, ils vont venir prendre la chaleur et on va faire cuire ces viandes ou ces poissons sur les tessons. Donc si on n'a pas de grille métallique, pourquoi on n'aurait pas de grille métallique? Parce qu'elle coûte cher, je l'ai dit il y a 10 secondes. Et bien à ce moment-là, on fait de la cuisson au tesson. Ça veut plus, c'est bon. Non, ça va aller. Alors, les enfants, vous prenez votre knäckebröd. Ceux qui n'en ont pas encore fait, je vous laisse avec Brunhilde pour les faire. Et nous, on va commencer les cuissons. Alors, pour augmenter la température du feu, qu'est-ce que je fais? Je baisse la grille. Bonjour, vous l'étiez? Elle est quand même chaude. Voilà. On va mettre une pelle de fer. On la nettoie, on la brûle, comme ça au moins on est sûr. Donc il y avait déjà du beurre ou c'est la matière grasse d'aujourd'hui? Non, c'est, on barattait déjà du beurre mais il y en avait peu. On utilisait principalement de la graisse animale. Mais voilà, c'est une question d'aisance également de milieu. On pouvait avoir du beurre. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, vous mettez dans la poêle. Alors, repérez bien où vous l'avez mise. Hop. Vous repérez bien la forme qu'elle a. Le cuisinier aussi. Après, il est bon, il y a point. Ça compte vraiment. De la démarche de ce qui est reproduit voilà, sur une fête médiévale, ici une fête viking. Donc réalisation et puis cuisson. Alors il va sans dire qu'on n'est pas du tout dans les normes d'hygiène européenne 2014, mais à partir du moment où les gens voient comment c'est réalisé, ils font le choix de participer ou non. Donc je dirais, on dirait que c'est à leur risque et péril, mais alors qu'il n'y a aucun risque et aucun péril parce qu'on cuisine de façon traditionnelle comme ceci depuis
des millénaires. Quand on fait un barbecue, c'est la même chose. Donc, voilà. Mais on ne pourrait pas faire de la restauration à grande échelle comme ceci, malheureusement. Malheureusement. Et alors vous qui avez vécu, on va dire, les débuts des fêtes médiévales, est-ce que vous voyez ce qu'on peut appeler peut-être une évolution, si évolution il y a? Ah oui, complètement. Sur les 20 ans, qu'est-ce qu'il y a de différent? Complètement. En fait, petit à petit, la fête médiévale, déjà, s'est démocratisée, c'est répandu. Il y en a de plus en plus. Et on est allé vers une qualité croissante au niveau de la fête. Qualité des intervenants qui ont recherché à avoir des costumes de plus en plus authentiques, de plus en plus historiques. Qualité dans le discours. Qualité aussi dans la prestation, dans le spectacle, où on a de plus en plus de belles choses qui sont réalisées. Et qualité enfin dans le discours, où il y a de plus en plus aussi d'associations amateurs qui font de la reconstitution, dont le but est aussi de transmettre quelque chose. Avant, c'est vrai, Moyen-Âge, avec il y a des tas de poncifs et d'idées reçues. Le Moyen-Âge à la jacouille des visiteurs, quoi. Alors que maintenant, de plus en plus, on a une réelle qualité. Dans beaucoup d'associations amateurs, on a des conservateurs de musées, on a des archéologues, on a des personnes dont c'est vraiment le travail et qui le font par passion ou aussi parce qu'ils trouvent que c'est un moyen plus aisé, c'est mon cas en tout cas, plus aisé de transmettre des connaissances. Vous voulez dire qu'il y a une dimension un peu plus, entre guillemets, culturelle ou intellectuelle qu'il n'y avait pas dans les débuts, et est-ce que d'un autre côté... Au début, la fête médiévale, c'était comme un carnaval en fait, c'était juste qu'on donnait une thématique temporelle sur le Moyen-Âge, alors que maintenant, c'est vrai qu'on est un peu plus dans une recherche qualitative à tout point de vue. Maintenant, les fêtes médiévales... franchouillarde, je dirais, elle perdure pas. Elle perdure pas. Ceux qui font une fête médiévale, comme s'ils organisaient un carnaval ou un défilé de majorette, il n'y aura pas de pérennité parce que le public aussi, au fil des années, s'est éduqué et recherche quelque chose de plus culturel, de plus qualitatif. On a tellement d'émissions culturelles aussi à la télévision que forcément, quand on va au contact des gens, on ne peut plus raconter n'importe quoi. On est obligé de faire des efforts. Donc les intervenants font des efforts pour un public qui, lui, est de plus en plus avisé. Et voilà, c'est passionnant parce que on transmet de toute façon de manière ludique pour ce qui concerne les intervenants, et le public lui apprend de manière tout aussi ludique, et donc c'est une forme de transmission qui est extraordinaire. Et est-ce que dans cette démarche-là plus culturelle, est-ce que les gens n'ont pas un peu tendance justement à oublier le côté festif et carnavalesque, où il y avait aussi la participation physique, l'implication qui est moins maintenant, peut-être pas vous parce que vous avez les gens participent aux démonstrations, mais... Je vous le cuis dans une minute. En fait, non, parce que pour un organisateur de fête médiévale, il y a un bon compromis à trouver entre le côté culturel, le côté festif, le côté spectacle, il faut aussi qu'il y ait des tavernes de qualité pour que les gens puissent manger, boire, tout en restant dans l'ambiance. Et c'est ce doux compromis qui va faire la qualité d'une fête. Si on est que sur du culturel et qu'on n'a pas du festif, c'est plus une fête, c'est le déco-musée. Si au contraire on est que dans le festif sans avoir cette base culturelle, on perd aussi quelque chose parce qu'on ne répond pas à la demande culturelle du public. Je vous abandonne une minute, je vais cuire les knackbrod de ces personnes. À tout à l'heure. C'est une durée temporelle assez longue, mais nous on se situe vraiment lors des incursions vikings qu'il y a eu pendant l'Empire carolingien, donc on va être entre le 7e et le 9e siècle. Et si on prend les Normands par exemple, qui sont implantés donc en Normandie maintenant, on peut en parler jusqu'au 11e siècle, jusqu'à ce que eux-mêmes partent en Angleterre. Donc là je réalise une cuisson au tesson, qui est une cuisson typique utilisée par les vikings, où on recycle des céramiques brisées, des pots, des marmites qui sont brisées. Et plutôt que de les jeter inutilement, on fait un lit de tessons de céramique comme ça sur la braise, et on fait sa cuisson dessus. Donc vous pouvez voir, ma viande, elle n'est pas du tout brûlée, parce qu'elle cuit sur les tessons qui, eux, emmagasinent la chaleur et isolent la viande de la braise et du charbon. Voilà, donc là on est sur une cuisson vraiment typique et très intelligente en fait.
là, quand on n'est pas dans un milieu fortiné où on peut avoir des ustensiles en métal, on peut, en exploitant comme ça on recycle en fait des matériaux brisés. Donc, c'est là où je dis que c'est une cuisson qui est très intelligente. Parce que la céramique, voilà, elle monte en température, elle isole parfaitement. Et, même mes petites galettes, hein, je peux les cuire au tesson. Donc vous avez eu un très nombreux public tout l'après-midi. Oui. Alors on peut remarquer que les enfants pratiquent beaucoup et les adultes un peu moins, peut-être pour des questions de timidité ou de... Non, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez l'habitude? Les enfants ont souvent moins de réserve que les adultes, effectivement, ils s'émerveillent plus facilement, ils ont cet appétit de découverte qui des fois se tarit à l'âge adulte. Et c'est vrai que souvent les parents poussent les enfants à participer, sans participer eux-mêmes. Puis voilà, nous on accepte que les gens aient envie de tester, de goûter ou pas. Et on est là pour répondre à leur envie. En fait, plus que ça, on essaie de susciter leur envie, mais sans rien imposer parce que c'est pas le but. Oui, de toute façon, où on a l'ouverture, où on n'a pas... parler de retrouver son âme d'enfant à travers ce genre de pratique. Mais même les adultes qui testent et qui essaient, tout à l'heure une personne me disait « Oh là là, mais c'est tout simple à faire, c'est vachement bon, je vais en faire à la maison ». Il me demandait est-ce qu'on peut le faire au four ou est-ce qu'il faut le faire à la poêle. Donc il y a quand même des personnes qui sont intéressées, qui ont cette envie de découverte. Et voilà. Vous voyez là, ma cuisson en céramique, ma viande ne brûle pas et elle est en train de cuire et elle va être goûteuse, hein. Je vous fais goûter juste après. Par contre, forcément, elle est beaucoup plus sèche que... Oui, voilà. Mais après, on peut accompagner également de sauce, ou alors on pourra l'accompagner d'un ragoût de céréales, de céréales donc mijotées, oui. Avec des herbes, avec de la crème, pourquoi pas, d'y rajouter de l'œuf si on veut faire une liaison. À la limite, quand vous parliez de différenciation selon qu'on est fortuné ou pas, est-ce qu'ils mangeaient beaucoup de viande? Enfin, les moins fortunés mangeaient peu de viande, j'imagine. Ou est-ce qu'ils avaient... Comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans une exploitation des ressources proches. La ressource la plus proche, donc on est c'est des peuples côtiers, et donc il y a cette proximité à la mer qui fait que l'on va consommer surtout des poissons. La viande, on a naturellement de la viande d'élevage, mais quand même on a quelques produits de la chasse, car la chasse c'est aussi une question de prestige social quelque part. Donc on mange quand même de la viande, mais le poisson reste un aliment privilégié. Donc la viande de porc qui a été cuite au tesson de céramique. Voilà, donc là on est vraiment sur une cuisson archéologique. Vous bien, monseigneur? Moi j'ai bien mangé, ça va, merci. Fabien Muller, vous êtes extrêmement sollicité, donc je crois qu'on va vous laisser à votre très très large public. Et peut-être qu'on peut vous retrouver alors d'une part sur un site, j'imagine. Alors effectivement, j'interviens dans un peu toute la France et même l'Europe. Hein. Je me produis occasionnellement à l'étranger. Mais sinon, on peut me retrouver généralement tous les étés. En tout cas, ça sera le cas cette année en 2014. Du 15 juillet au 12 août, et je suis au château de Crèvecoeur-en-Auge en Normandie, où là pendant un mois je réalise de la cuisine médiévale. On a monté une taverne médiévale dans la cour du château, et les personnes qui souhaitent découvrir la cuisine médiévale, qui souhaitent goûter mes plats, peuvent venir donc à la taverne. Et également tous les matins au château, il y a une intervenante en costume qui vous parle de cuisine médiévale, qui vous explique ce qu'est la cuisine médiévale, pour ensuite pouvoir venir la déguster dans ma taverne. Et puis en attendant de vous retrouver sur site, j'imagine on vous retrouve aussi sur internet, oui, où on peut voir d'une part ce que vous faites, toutes vos interviews, parce que vous êtes très très médiatisé, et donc vous voulez bien nous donner l'adresse. Alors voilà, sur internet, le site c'est cuisine-historique.fr. Cuisine, tiré de la touche 6,
historique.fr. Très bien. Alors, vous remercions infiniment, Fabien Mullers, et puis à très bientôt sur une fête ou ailleurs. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.